17 août 1661. Le château de Vaux-le-Vicomte brille de 1000 feux. 6000 invités. 24 violons. Des fontaines de champagne. Des feux d'artifice qui illuminent le ciel. Nicolas Fouquet, l'homme le plus riche de France, offre au jeune roi Louis XIV la fête la plus somptueuse jamais vue. Il veut impressionner. Il veut séduire. Il veut montrer sa puissance. C'est sa plus grande erreur. Car le roi ne pardonne pas l'humiliation. 19 jours plus tard, Fouquet sera arrêté. Ses biens confisqués, sa vie détruite. Un procès de 3 ans. Une condamnation terrible. 15 ans de prison dans la solitude. Et une mort oubliée. Un document secret explique pourquoi il ne pouvait plus être sauvé. Une lettre cachée qui aurait pu tout changer. Mais Fouquet a préféré mourir que la révéler. L'histoire que vous allez entendre est celle d'un homme qui a osé briller plus fort que le soleil. Et qui en est mort. Un château qui surpasse toutes les résidences royales. Des jardins qui éclipsent ceux du Louvre. Une fête d'une magnificence jamais vue. Nicolas Fouquet commet l'erreur fatale de sa vie. Il humilie son roi. Et un roi ne pardonne jamais. Août 1661. Nicolas Fouquet a 46 ans. Il est au sommet de sa puissance. Surintendant des finances du royaume de France depuis 11 ans. L'un des hommes les plus riches et influents du pays. Plus riche que le roi lui-même. Et cela va le perdre. Fouquet vient d'achever la construction de son château de Vaux-le-Vicomte. Une merveille architecturale qui a coûté 18 millions de livres. Architecte, Louis Le Vau, le meilleur de France. Peintre, Charles Lebrun, un génie. Jardinier, André Le Nôtre, qui transforme la nature en œuvre d'art. Ces 3 hommes travailleront bientôt pour le roi à Versailles. Mais pour l'instant, ils sont à Fouquet. Le 17 août, Fouquet organise une fête grandiose en l'honneur du roi Louis XIV, âgé de 23 ans. Il veut célébrer son souverain, lui montrer sa loyauté, partager sa réussite. Il ne comprend pas encore qu'on ne partage pas avec un roi. On se soumet. 6000 invités arrivent à Vaux en carrosse dorée. Toute la cour est là. Les princes du sang. Les ducs, les marquis, les ambassadeurs étrangers, les artistes célèbres. Molière, La Fontaine, Madame de Sévigné. Tout ce que la France compte de brillant et de puissant converge vers ce château qui défie l'imagination. Le roi arrive à 18 heures. Fouquet l'accueille au pied du grand escalier. Il s'incline profondément. « Sire, tout ce que vous voyez vous appartient. Mon château, mes jardins, ma fortune. Tout est à vous. » Le roi sourit poliment. Il remercie. Mais ses yeux scrutent, observent, évaluent, comparent. La visite commence. Le roi découvre le château pièce après pièce. Le grand salon avec ses fresques magnifiques. La bibliothèque avec ses 15 000 volumes reliés en cuir. La chambre du roi, préparée spécialement, plus luxueuse que celle du Louvre. Les tapisseries valent des fortunes. Les lustres ont été commandés à Venise. Le marbre vient d'Italie. Chaque détail respire l'opulence. Puis viennent les jardins. Le nôtre a créé un chef-d'œuvre. Des perspectives à perte de vue. Des fontaines qui dansent. Des bassins géants. Des statues de bronze doré. Des parterres dessinés comme des tableaux. C'est beau à couper le souffle. Plus beau que les jardins royaux. Infiniment plus beau. Le roi marche en silence. Sa mère, Anne d'Autriche, l'accompagne. Elle observe son fils du coin de l'œil. Elle voit sa mâchoire se crisper. Elle connaît ce signe. Louis est furieux. Il cache bien sa colère, mais elle est là. Qui brûle. Qui grandit à chaque pas. 19 heures. Le banquet commence. 100 tables dressées dans les jardins. 2000 invités pour le premier service. 100 plats différents. Des viandes rares. Des poissons exotiques. Des fruits venus d'Orient. Du vin de Bourgogne à volonté. Du champagne qui coule comme l'eau. Les serviteurs portent des livrées brodées d'or. La vaisselle est en vermeil. Chaque assiette vaut le salaire annuel d'un ouvrier. Le roi mange peu. Il répond poliment au toast. Mais il n'arrête pas de regarder autour de lui.
de compter mentalement, de calculer. Combien a coûté tout ça? Combien Fouquet a-t-il dépensé pour cette seule soirée? Plus que le budget annuel de plusieurs provinces probablement. 21 heures. Molière présente une pièce créée spécialement pour l'occasion. Les Fâcheux. Comédie-ballet avec musique de Lully. Les comédiens jouent dans un théâtre de verdure construit pour la soirée. Les décors sont somptueux. Les costumes éblouissants. Le roi rit aux bonnes répliques. Mais c'est un rire forcé. Anne d'Autriche le remarque. Elle murmure à l'oreille de son fils. « Mon enfant, maîtrisez-vous. » Louis serre les dents. « Je me maîtrise parfaitement, mère. » 23 heures. Le final. Un feu d'artifice monumental. Le ciel s'embrase de couleurs. Des gerbes d'or et d'argent explosent au-dessus du château. Des fusées dessinent le chiffre du roi dans les étoiles. Louis XIV regarde le spectacle sans sourire. Autour de lui, 6000 personnes poussent des cris d'admiration. Mais lui reste de marbre. À minuit, Fouquet distribue des cadeaux à tous les invités. Aux nobles, des chevaux de race d'une valeur de 1000 livres chacun. Aux dames, des bijoux sertis de diamants. Aux artistes, des bourses pleines d'or. Aux serviteurs du roi, des pièces d'argent. La générosité de Fouquet est légendaire. Ce soir, elle devient obscène. Le roi reçoit son cadeau. Un service de table complet en or massif. 200 pièces. Une fortune. Fouquet sourit. J'espère que cela plaira à votre majesté. Le roi prend le coffret. Il remercie d'une voix glaciale. Puis il dit une phrase terrible. Monsieur le surintendant, vous m'avez tout montré. Vraiment tout. Fouquet ne comprend pas la menace. Il s'incline. Tout ce que j'ai vient de vous servir, sire. 1 heure du matin. La fête se termine. Le roi monte dans son carrosse. Il ne dit pas un mot. Ne regarde pas en arrière. Ne salue pas Fouquet. Il part dans la nuit. Fouquet reste sur le perron, entouré de courtisans qui le félicitent. Quelle soirée magnifique! Un triomphe. Le roi a dû être ravi. Fouquet sourit, fatigué mais heureux. Il croit avoir réussi. Il croit avoir impressionné son roi. Il croit avoir assuré sa position pour les années à venir. Il se trompe complètement. Car dans le carrosse royal, Louis XIV serre les poings. Sa mère tente de le calmer. Mon fils, ce n'était qu'une fête. Le roi explose. Qu'une fête. Mère, vous avez vu? Il a un château plus beau que les miens. Des jardins qui surpassent tout ce que je possède. Il jette l'argent par les fenêtres pendant que je dois compter chaque dépense. Il m'humilie devant toute la cour. Il me montre que je suis pauvre comparé à lui. C'est intolérable. Anne d'Autriche soupire. Que comptez-vous faire? Louis XIV regarde par la fenêtre du carrosse. La nuit est noire. Sa voix est encore plus noire. Je vais le détruire. Complètement. Je vais prendre tout ce qu'il a. Son château, sa fortune, sa liberté, sa vie si nécessaire. Plus jamais un sujet ne me fera sentir petit. Plus jamais. Le carrosse roule vers Paris. Fouquet dort tranquillement à Vaux, épuisé par sa fête triomphale. Il ne sait pas encore que sa vie vient de basculer, que le compte à rebours a commencé, qu'il lui reste 19 jours de liberté, 19 jours avant l'arrestation, 19 jours avant que tout s'effondre. Un roi humilié est un roi dangereux. Louis XIV ne dort pas cette nuit-là. Il rumine sa vengeance. Et un homme va l'aider à la mettre en œuvre. Un homme qui déteste Fouquet depuis des années. Jean-Baptiste Colbert. Nuit du 17 au 18 août 1661. Château de Fontainebleau. Le roi est rentré de Vaux à 3 heures du matin. Il ne se couche pas. Il convoque immédiatement sa mère Anne d'Autriche et son conseiller Jean-Baptiste Colbert. La réunion a lieu dans le bureau privé du roi. 3 personnes. Aucun témoin. Louis XIV fait les 100 pas. Il est hors de lui. Fouquet m'a humilié ce soir. Devant toute la cour. Devant les ambassadeurs étrangers. Il m'a montré qu'il est plus riche que moi. Plus puissant. Plus généreux. C'est intolérable.
Anne d'Autriche tente de temporiser. Mon fils, Fouquet est loyal. Il vous a servi fidèlement pendant des années. Cette fête était une marque de respect. Le roi s'arrête net. Une marque de respect? Mère, ouvrez les yeux. C'était une démonstration de force. Il m'a fait venir dans son palais pour me montrer ma propre faiblesse, pour me rappeler que sans lui, sans son argent, je ne suis rien. Je suis le roi de France, mais je vis dans des châteaux délabrés pendant que mon surintendant habite Versailles avant Versailles. Colbert reste silencieux. Il attend son moment. Il connaît le roi. Il sait qu'il faut laisser la colère monter, puis offrir la solution. Le roi se tourne vers lui. Colbert, vous avez toujours dit que Fouquet était un voleur. Prouvez-le. Donnez-moi de quoi le détruire. Colbert se lève. Il sort une liasse de documents de sa serviette. Sire, j'ai collecté des preuves depuis des mois. Fouquet a détourné au moins 15 millions de livres des caisses de l'État. Peut-être 20. Le roi blêmit. 20 millions? C'est impossible. Comment? Colbert ouvre le premier document. Voici un exemple. En 1658, Fouquet a commandé des canons pour la marine royale. Contrat de 300 000 livres. Les canons ont été livrés. Mais Fouquet a falsifié les factures. Il a inscrit 600 000 livres dans les registres. La différence, 300 000 livres, il l'a empoché. Le roi prend le document, l'examine. C'est la signature de Fouquet en bas de la fausse facture. Comment avez-vous obtenu ça? Colbert sourit légèrement. J'ai des amis dans tous les bureaux du royaume, sire. Rien ne m'échappe. Il sort un autre document. Voici un autre exemple. Fouquet prêtait l'argent de l'État à des marchands, à des taux d'intérêt de 20%. L'État ne touchait rien. Fouquet empochait tous les intérêts. Sur 10 ans, cela représente des millions. Anne d'Autriche intervient. Mais Fouquet faisait cela avec l'accord du cardinal Mazarin. C'était la pratique établie. Colbert hoche la tête. En effet, Votre Majesté. Le cardinal Mazarin fermait les yeux sur ces arrangements. Mais Mazarin est mort depuis 4 mois. Les règles ont changé. Le roi Louis XIV ne tolère pas la corruption. N'est-ce pas, sire? Le roi comprend le message. Avec Mazarin, c'était toléré. Avec moi, c'est un crime. Je peux donc poursuivre Fouquet pour des actes que Mazarin autorisait. C'est rétroactif, mais c'est légal. Je suis le roi. Je fais la loi. Exactement, sire, répond Colbert. Vous êtes la loi. Le roi continue de feuilleter les documents. Il y en a des dizaines, tous accablants, tous prouvant que Fouquet s'est enrichi sur le dos de l'État. Le château de Vaux, construit avec l'argent du royaume. Les fêtes somptueuses, payées par le peuple français. Les cadeaux distribués ce soir, financés par les impôts. Le roi sent la rage monter à nouveau. Ce château que j'ai admiré ce soir a été construit avec mon argent. Mon argent. Et Fouquet m'y invite comme si c'était sa générosité. Colbert sort alors le document le plus explosif. Sire, j'ai découvert quelque chose de bien plus grave que du détournement. Il tente une liasse de papiers au roi. Ceci est le plan de Saint-Mandé, rédigé par Fouquet en 1657. Le roi lit. Ses yeux s'écarquillent. Au fur et à mesure qu'il avance dans la lecture, son visage devient livide. Le plan de Saint-Mandé est un document terrifiant. Fouquet y détaille comment résister au roi en cas d'arrestation, fortifier son île de Belle-Île en Bretagne. Ils stockèrent des armes, des munitions, de la nourriture pour soutenir un siège de 6 mois, recruter secrètement des soldats fidèles, acheter des alliances avec des nobles mécontents, si nécessaire, négocier avec l'Espagne ou l'Angleterre pour obtenir un soutien militaire. C'est un plan de rébellion armée, de guerre civile, de haute trahison. Le roi termine la lecture. Il est blanc de rage. Il prévoyait de me faire la guerre, de lever une armée contre moi, de transformer la France en champ de bataille. Anne d'Autriche prend le document. Elle lit à son tour. Elle pâlit également. Nicolas, comment as-tu pu rédiger une telle chose? C'est de la folie. Colbert précise. Le document date de 1657. C'était juste après la Fronde,
la guerre civile qui a déchiré le royaume. Fouquet craignait une nouvelle révolte. Il voulait être prêt. Le roi hurle. Être prêt à quoi? À trahir son roi? À déchirer la France? Ce document prouve qu'il a toujours été un traître. Il ne me servait que pour mieux me voler. Et dès que je l'aurais découvert, il était prêt à me combattre les armes à la main. Anne d'Autriche pose une main apaisante sur le bras de son fils. Mon enfant, ce document a 4 ans. Peut-être que Fouquet a changé. Peut-être qu'il regrette. Le roi la fixe. Mère, un traître reste un traître. Vous voulez que j'attende qu'il mette son plan à exécution? Qu'il lève son armée? Qu'il transforme Belle-Île en forteresse rebelle? Non, je vais frapper le premier. Colbert sourit intérieurement. Son plan fonctionne. Il déteste Fouquet depuis des années. Fouquet l'a toujours traité avec mépris. L'a empêché de progresser à la cour. Maintenant, c'est le moment de la vengeance. Sire, dit-il doucement, je suggère l'arrestation immédiate de Fouquet. Cette nuit même. Nous avons assez de preuves pour le faire pendre. Le roi hésite. Anne d'Autriche intervient à nouveau. Trop précipité. Fouquet a des amis puissants, des alliés partout. Si vous l'arrêtez brutalement, vous risquez de déclencher une révolte. Il faut agir avec prudence. L'isoler d'abord, puis frapper quand il sera vulnérable. Louis XIV réfléchit. Sa mère a raison. Fouquet est trop puissant pour l'attaquer de front. Il faut être rusé. D'accord, dit-il. Nous allons jouer la comédie. Je vais me montrer aimable avec Fouquet, lui faire croire que tout va bien. Pendant ce temps, Colbert, vous continuerez à rassembler des preuves. Vous identifierez ses complices. Vous préparerez le piège. Et quand il sera prêt, nous frapperons. Vite. Fort. Sans lui laisser le temps de réagir. Colbert s'incline. Ce sera fait, sire. Je vous promets que Fouquet paiera pour chaque livre volé, pour chaque insulte, pour chaque moment où il vous a humilié. Le roi hoche la tête. Bien. Maintenant, laissez-moi. J'ai besoin de réfléchir. Anne d'Autriche et Colbert sortent. Le roi reste seul dans son bureau. Il regarde par la fenêtre. L'aube commence à poindre. Fouquet dort tranquillement à Vaux. Il croit avoir triomphé ce soir. Il se trompe. Sa chute a commencé. Et elle sera terrible. Pendant 3 semaines, le roi joue la comédie. Il sourit à Fouquet. Le félicite. Le rassure. Fouquet ne voit rien venir. Il ne comprend pas qu'il marche vers sa propre exécution. 18 août 1661. Le lendemain de la fête. Le roi envoie une lettre à Fouquet. Monsieur le surintendant, je vous remercie pour la magnifique soirée d'hier. Votre château est splendide. Vos jardins admirables. J'ai passé un moment délicieux. Fouquet lit la lettre et sourit. Le roi n'est pas fâché. Tout va bien. Il range la lettre dans son bureau. Il ne sait pas que Colbert a rédigé cette lettre, que chaque mot est calculé pour l'endormir. Les jours suivants, le roi continue sa stratégie. Il invite Fouquet à dîner. 2 fois, 3 fois. Il discute avec lui de finances, de politique, comme si de rien n'était. Fouquet est rassuré. Il pense même que le roi l'apprécie davantage qu'avant. Il se confie à sa femme. Je crois que la fête a renforcé ma position. Le roi semble satisfait de mes services. Mais dans l'ombre, Colbert travaille. Il interroge discrètement les employés de Fouquet. Les comptables, les secrétaires, les intendants. Il offre de l'argent. Il menace. Il obtient des témoignages, des preuves. Il découvre d'autres détournements, d'autres fraudes. Le dossier s'épaissit. Colbert identifie aussi les complices de Fouquet, des dizaines de noms. Nobles, financiers, marchands. Tous ont profité du système de corruption. Tous ont touché des pots de vin. Colbert note tout. Il constitue une liste. Quand Fouquet tombera, ses complices tomberont avec lui. Début septembre, le roi propose à Fouquet de l'accompagner à Nantes. Je dois inspecter les fortifications bretonnes. Vous viendrez avec moi. Votre expertise financière me sera utile. Fouquet accepte avec joie. C'est un honneur. Le roi compte sur moi.
Il ne réalise pas que Nantes a été choisie spécifiquement. Loin de Paris. Loin des alliés de Fouquet. Loin de ses réseaux de protection. Le voyage commence le 1er septembre. Le roi, sa suite, et Fouquet. 15 jours de trajet. Le roi se montre charmant. Il plaisante avec Fouquet. Partage ses repas. Discute longuement. Fouquet est touché. Il pense avoir gagné l'amitié du roi. Il ne voit pas le piège se refermer. Mais Fouquet n'est pas totalement naïf. Il remarque quelque chose d'étrange. D'Artagnan, capitaine des mousquetaires du roi, le suit partout. Constamment. Quand Fouquet marche dans les jardins, D'Artagnan est là. Quand il va aux toilettes, D'Artagnan attend à la porte. Quand il se couche le soir, D'Artagnan monte la garde dans le couloir. Un soir, Fouquet interroge un courtisan ami. « Pourquoi D'Artagnan me surveille-t-il ainsi ?» L'ami hausse les épaules. C'est probablement une mesure de sécurité normale. Le roi tient à protéger ses ministres importants. Fouquet veut croire cette explication. Mais l'inquiétude commence à naître. Quelque chose ne va pas. Il le sent. Le 3 septembre, Fouquet prend une décision. Il envoie un messager secret à sa femme à Paris. Brûler tous les documents sensibles. Tous. Les plans de Belle-Île. Les contrats douteux. Les lettres compromettantes. Tout doit disparaître. Si quelque chose devait m'arriver, je ne veux pas que ma famille soit impliquée. Le messager part au galop. Mais il ne va pas loin. 2 lieues plus tard, des cavaliers l'interceptent. Homme de Colbert. Il fouille le messager. Trouve la lettre. La lise. Puis il laisse partir le messager comme si de rien n'était. Mais la lettre est copiée. L'original est remis à Colbert le soir même. Colbert lit et sourit. Fouquet a peur. Il sait que quelque chose se prépare. Parfait. La peur le rendra imprudent. Colbert montre la lettre au roi. « Voyez, sire, il veut détruire les preuves. Il se sent menacé. » Le roi hoche la tête. « Tant mieux. Demain, nous frapperons. » Le 4 septembre au soir. Dernier dîner avant l'arrestation. Le roi, Fouquet et quelques courtisans. Ambiance détendue. Conversation agréable. Vin excellent. Le roi lève son verre. « À votre santé, mon cher surintendant. » Fouquet lève le sien. « À la vôtre, sire. » Il trinque. Fouquet boit sans savoir que c'est son dernier repas d'homme libre. Le roi le regarde dans les yeux. Il pense « Demain, vous serez en prison. Pour toujours. » Après le dîner, Fouquet se retire dans sa chambre. Il ne dort pas bien. Des cauchemars. Des pressentiments. Il se réveille plusieurs fois en sueur. Quelque chose va mal tourner. Il le sait. Mais quoi? Il ne peut pas fuir. Ce serait avouer sa culpabilité. Il ne peut que attendre. Et espérer. 5 septembre 1661. 7 heures du matin. Fouquet se lève. S'habille avec soin. Habit de velours noir. Chemise de soie blanche. Il veut être élégant pour le conseil du roi. Il se regarde dans le miroir. Il a l'air fatigué. Vieilli. L'angoisse le ronge. 9 heures. Fouquet se rend au château de Nantes pour le conseil. Il traverse la cour. D'Artagnan marche derrière lui. Toujours là. Toujours vigilant. Fouquet entre dans la salle du conseil. Le roi est déjà assis. Colbert aussi. Et plusieurs ministres. Fouquet salue. « Bonjour, sire. » Le roi le regarde froidement. « Bonjour, monsieur Fouquet. » Le ton est glacial. Fouquet sent son estomac se nouer. Le conseil commence. On discute de fortifications, de taxes, de diplomatie. Fouquet participe, donne son avis sur les finances, propose des solutions. Mais il sent tous les regards sur lui. Pesant, accusateur. 10h30. Le roi se lève brusquement. Le conseil est terminé. Tous les ministres peuvent partir. Sauf vous, monsieur Fouquet. Restez. Les autres sortent rapidement. Ils savent ce qui va se passer. Fouquet reste debout, seul face au roi, et à D'Artagnan qui vient de fermer la porte. Le roi fait un signe de tête à D'Artagnan. Le capitaine des mousquetaires s'avance vers Fouquet. « Monsieur le surintendant,
Au nom du roi, vous êtes en état d'arrestation. Le monde de Fouquet s'effondre. Il blêmit, balbutie. Sire, quelle est l'accusation? Le roi ne répond pas. Il se dirige vers la porte. Fouquet crie presque. Sire, répondez-moi. Quelle est l'accusation? Le roi s'arrête, se retourne, le regarde avec un mépris glacial. Vous le savez très bien, monsieur Fouquet. Vous avez volé la France. Vous avez trahi ma confiance. Vous méritez la mort. Puis il sort sans un mot de plus. D'Artagnan passe les menottes au poignet de Fouquet. Des menottes en fer. Lourdes. Humiliantes. Fouquet, l'homme le plus riche de France, est traité comme un criminel de droit commun. D'Artagnan murmure. « Désolé, monsieur. J'obéis aux ordres. » Fouquet ne répond pas. Il est en état de choc. On l'emmène. À travers les couloirs du château. Des courtisans le voient passer. Certains détournent le regard, d'autres le fixent avec curiosité. Quelques-uns sourient. Les ennemis de Fouquet sont nombreux. Ils savourent en sa chute. Fouquet est jeté dans une voiture fermée, escorté par 20 mousquetaires. Direction: la prison d'Angers dans un premier temps. Puis ce sera la Bastille. Fouquet regarde par la petite fenêtre de la voiture. Le ciel est bleu. Les oiseaux chantent. La vie continue. Mais pour lui, tout vient de s'arrêter. Il pense à sa femme, à ses enfants, à son château de veau qu'il ne reverra jamais, à sa fortune qui va être confisquée, à sa vie qui vient de basculer en un instant. Et il comprend. La fête du 17 août. C'était un piège. Il s'est jeté dedans tête la première. Il a voulu impressionner le roi. Il l'a humilié. Et maintenant, il va payer. Très cher. Fouquet est en prison. Mais son calvaire ne fait que commencer. Car pendant qu'il croupit dans une cellule, Colbert déploie son armée de clercs. Ils vont fouiller, chercher, trouver toutes les preuves nécessaires. Et elles sont nombreuses. Septembre 1661. Le jour même de l'arrestation de Fouquet, Colbert donne ses ordres. Perquisitionner toutes les résidences de Fouquet. Le château de Vaux-le-Vicomte, l'hôtel particulier à Paris, la maison de Saint-Mandé, l'île de Belle-Île. Partout. Ne laissez rien au hasard. Saisissez tous les papiers, tous les registres, toutes les lettres. Je veux tout. 50 hommes se déploient. Ils arrivent à Vaux le soir même. La femme de Fouquet, Marie-Madeleine, les voit arriver. Elle comprend immédiatement. Nicolas a été arrêté. Elle court vers le bureau de son mari. Tente de brûler des documents. Trop tard. Les hommes de Colbert enfoncent la porte. L'arrêtent. On la retient pendant qu'ils fouillent tout. Ils passent 3 jours à Vaux. Ils ouvrent tous les tiroirs, tous les coffres, soulèvent les tapis, sondent les murs pour trouver des cachettes. Ils emportent 312 caisses de documents. Lettres, contrats, registres comptables, plans, tout. Le château est vidé de ses papiers. À Paris, même scénario. L'hôtel particulier de Fouquet est mis à sac. On saisit encore 200 caisses. À Saint-Mandé, 150 caisses. À Belle-Île, 80 caisses. Total, 742 caisses de documents. Des millions de pages. Tout est transporté au Louvre, dans une salle spéciale, gardée jour et nuit. Colbert installe 20 commis dans cette salle. Leur mission: examiner chaque document, identifier les preuves de malversation, établir la liste des détournements, trouver les complices. Le travail durera 3 mois, jour et nuit, sans interruption. Les découvertes sont accablantes. Fouquet a systématiquement détourné l'argent de l'État pendant 11 ans. Les méthodes sont multiples. Première méthode: les faux contrats. Fouquet commandait des fournitures pour l'armée ou la marine. Canons, uniformes, navires. Il négociait le prix réel avec les fournisseurs. Disons 100 000 livres. Puis il inscrivait 200 000 livres dans les registres officiels. Il payait 100 000 aux fournisseurs et empochait la différence. Deuxième méthode: les prêts fictifs. Fouquet prêtait l'argent de l'État à des marchands. Mais les taux d'intérêt ne revenaient pas à l'État. Ils allaient dans sa poche. Sur 10 ans,
Cela représentait des millions de livres d'intérêts détournés. Troisième méthode. Les achats truqués. Fouquet achetait des biens avec son argent personnel. Disons un terrain à 10 000 livres. Puis il le revendait à l'État à 50 000 livres. Bénéfice, 40 000 livres. Il a fait ça des dizaines de fois. Terrain, bâtiments, forêts, tout y passait. Quatrième méthode, les commissions gonflées. Fouquet se versait des commissions sur toutes les transactions financières de l'État. Officiellement, c'était autorisé. Mais les taux étaient démentiels. 20%, 30%, parfois 50%. Sur des transactions de millions de livres, cela représentait des fortunes. Colbert fait les comptes. Total des détournements sur 11 ans. 15 millions de livres minimum. Peut-être 20 millions. C'est plus que le budget annuel de l'armée française. Plus que le coût de construction de 2 châteaux royaux. Une somme astronomique. Mais ce n'est pas tout. Colbert découvre la liste des complices. 73 noms. Nobles, financiers, ministres. Tous ont reçu des pots de vin de Fouquet. Ou ont participé au détournement. Certains noms sont très embarrassants. Des proches du roi, des membres de la famille royale. Même la reine-mère Anne d'Autriche apparaît dans certaines transactions douteuses. Colbert compile tout dans un rapport de 420 pages. Il l'apporte au roi le 15 novembre. Louis XIV lit pendant 3 jours. Il est stupéfait par l'ampleur de la corruption. Fouquet a volé plus que je ne l'imaginais. C'est monstrueux. Colbert hoche la tête. Sire, Fouquet a pillé la France pendant 11 ans. Il s'est enrichi sur le dos du peuple. Il mérite la mort. Mais le roi est aussi embarrassé. Parce que certains complices sont intouchables. Des princes du sang. Des ducs et pairs. La reine-mère elle-même. On ne peut pas tous les poursuivre. Ce serait un scandale énorme. Colbert a une solution. Sire, concentrons-nous sur Fouquet. Il est le cerveau, le grand organisateur. Les autres ne sont que des comparses. Si on punit Fouquet sévèrement, cela servira d'exemple. Les autres comprendront le message. Le roi réfléchit. C'est vrai. Fouquet sera le bouc émissaire. On le condamnera pour tout. Les autres s'en tireront avec des avertissements. Ou rien du tout. C'est injuste, mais c'est politique. D'accord, dit le roi. Le procès se concentrera sur Fouquet. Lui seul paiera. Colbert sort alors le document le plus explosif. Le plan de Saint-Mandé. Il le tend au roi. Sire, relisez ceci. C'est la preuve de haute trahison. Avec ce document, nous pouvons demander la peine de mort. Le roi reprend le plan. Il le relit attentivement. Fouquet y détaille comment fortifier Belle-Île, comment recruter une armée privée, comment résister à un siège royal, comment négocier avec les puissances étrangères si nécessaire. C'est de la trahison pure et simple. Un plan de rébellion armée contre la couronne. Peu importe que le document date de 4 ans. Peu importe que Fouquet l'ait rédigé dans un contexte de guerre civile. Le simple fait de l'avoir écrit est un crime. Le roi serre le document dans ses mains. Avec ça, je le tiens. Il ne pourra pas se défendre. C'est écrit de sa main. C'est sa signature. C'est la preuve qu'il prévoyait de me trahir. Colbert sourit. Le piège est parfait. Les détournements financiers sont prouvés. La trahison est prouvée. Fouquet n'a aucune chance. Le procès sera une formalité. La condamnation une évidence. Colbert pense déjà à l'exécution. Fouquet décapité en place de grève. Sa tête sur une pique. Ses biens confisqués. Sa famille déshonorée. Ce sera la victoire complète. Mais Colbert ne sait pas encore que Fouquet a une carte cachée. Un document que personne ne connaît. Une lettre du cardinal Mazarin qui pourrait tout changer. Fouquet la garde secrète. Il ne la montrera jamais. Par loyauté, par honneur, par stupidité peut-être. Cette lettre pourrait le sauver. Mais il préférera mourir que trahir la mémoire de Mazarin et humilier la reine-mère. Le piège est donc parfait. Fouquet est perdu. Et il ne le sait pas encore. Novembre 1661. 3 mois après l'arrestation. Le procès de Nicolas Fouquet s'ouvre à Paris. Ce sera le procès du siècle. 3 ans de débats. Des centaines de témoins.
des milliers de documents, et un verdict qui surprendra tout le monde. Le roi crée une juridiction spéciale pour juger Fouquet. La Chambre de justice. 22 juges nommés personnellement par Louis XIV. Ils ne sont pas censés être impartiaux. Ils sont censés condamner. Le roi l'a fait comprendre clairement. Je veux la tête de Fouquet. Ne me décevez pas. Fouquet est transféré de la prison d'Angers à la Bastille à Paris. Le voyage dure 1 semaine. Il est enchaîné dans une voiture fermée, escorté par 50 mousquetaires. Quand il arrive à la Bastille, il est enfermé dans une cellule isolée. 4 mètres sur 3. Un lit de pierre. Une table. Une chaise. Pas de fenêtre. Juste une meurtrière qui laisse passer un peu de lumière. Fouquet est isolé du monde. Il ne peut voir ni sa femme ni ses enfants. Interdiction formelle du roi. Seuls ses avocats peuvent lui rendre visite. Et encore, sous surveillance. Un garde assiste à toutes les conversations. Prend des notes. Rapporte tout à Colbert. Le 15 novembre, première audience. Fouquet est amené devant la chambre de justice. Il est amaigri, pâle, mais il garde la tête haute. Il salue les juges avec dignité. « Messieurs, je suis innocent des charges portées contre moi. Je le prouverai. » Le président de la Chambre, Lamoignon, le regarde froidement. « Nous verrons, monsieur Fouquet. Nous verrons. » Le procureur général Denis Talon se lève. Il présente l'acte d'accusation. 87 chefs d'accusation. Il lit pendant 3 heures. Détournement de 15 millions de livres. Falsification de documents officiels. Corruption de fonctionnaires. Enrichissement illicite. Abus de confiance. Haute trahison pour le plan de Saint-Mandé. La liste est interminable. Fouquet écoute en silence. Chaque accusation est un coup de poignard. Certaines sont vraies, d'autres exagérées, quelques-unes complètement fausses. Mais il ne peut pas les réfuter toutes. Il y en a trop. Quand Talon termine, il demande la peine de mort. Décapitation en place publique. Confiscation de tous les biens. Interdiction à la famille de porter le nom Fouquet. Le public dans la salle murmure. C'est la première fois qu'un ministre du roi risque la mort pour corruption. D'habitude, au pire, c'est l'exil. Ou une grosse amende. Mais la mort, c'est exceptionnel. Cela montre à quel point le roi veut détruire Fouquet. Fouquet demande la parole. Le président la lui accorde. Fouquet se lève. Sa voix tremble légèrement, mais il se contrôle. « Messieurs les juges, je reconnais avoir pris des commissions sur les finances de l'État. Mais c'était la pratique établie par le cardinal Mazarin. Il m'avait expressément autorisé à le faire. Ce n'était pas du vol. C'était la rémunération normale du surintendant des finances. » Talon bondit. Mazarin est mort. Il ne peut se défendre. Vous l'accusez pour vous disculper. C'est lâche. Fouquet se tourne vers lui. Je n'accuse personne. J'explique le contexte. À l'époque de Mazarin, tous les ministres prenaient des commissions. C'était le système. On ne peut pas me reprocher aujourd'hui d'avoir suivi les règles d'hier. Le débat s'engage. Les juges posent des questions. Fouquet répond. Il est intelligent, éloquent. Il se défend bien. Trop bien peut-être. Certains juges commencent à douter. Et si Fouquet avait raison? Et si le vrai problème était le système lui-même, pas Fouquet en particulier? Puis vient la question du plan de Saint-Mandé. Talon brandit le document. Monsieur Fouquet, comment expliquez-vous ceci? Un plan pour résister militairement au roi. C'est de la haute trahison. Fouquet reste calme. Ce document date de 1657. Nous sortions de la Fronde. Le royaume était instable. Je craignais une nouvelle guerre civile. J'ai fortifié Belle-Île pour protéger mes biens et ma famille. Pas pour attaquer le roi, pour me défendre en cas de chaos général. Talon ricane. Vous prévoyez de négocier avec des puissances étrangères. C'est écrit noir sur blanc. Comment expliquez-vous cela? Fouquet hésite une seconde, puis répond. C'était une précaution extrême. Si la France sombrait à nouveau dans la guerre civile, je voulais avoir des options. Protéger ma famille,
Ce n'était pas contre le roi, c'était contre le chaos. L'explication est faible. Les juges ne sont pas convaincus. Mais elle introduit un doute. Fouquet est-il un traître? Ou juste un homme prudent qui a pris des précautions en temps troublé? La question reste ouverte. Les audiences se succèdent. Novembre, décembre, janvier, février. Le procès devient interminable. On appelle des témoins, des comptables qui expliquent les détournements, des fournisseurs qui confirment les fausses factures, des employés de Fouquet qui décrivent les mécanismes de corruption. Mais Fouquet se défend pied à pied. Il conteste les chiffres. Il explique les transactions. Il produit des documents qui justifient certaines dépenses. Il est brillant. Il retourne certains témoignages à son avantage. Il sème le doute dans l'esprit des juges. Colbert est furieux. Ce procès devait être une formalité, une condamnation rapide. Mais Fouquet résiste. Il se bat. Il refuse de s'effondrer. Colbert augmente la pression. Il fait défiler plus de témoins à charge. Il produit plus de documents accablants. Il veut noyer Fouquet sous l'épreuve. Mais l'opinion publique commence à basculer. Les gens admirent Fouquet. Il se bat seul contre la machine royale. Il défend son honneur avec courage. Certains commencent à se dire qu'il est peut-être une victime. Un bouc émissaire sacrifié pour protéger d'autres corrompus plus puissants. Le roi est informé de ce retournement. Il est mécontent. J'ai dit que je voulais sa tête. Pourquoi ce procès dure-t-il si longtemps? Colbert tente de rassurer le roi. Sire, patience. Nous avons des preuves solides. La condamnation viendra. Mais il faut que la justice suive son cours. Sinon, on nous accusera de vengeance arbitraire. Le roi grogne. Que le procès se termine rapidement alors. Et que le verdict soit celui que j'attends. Colbert s'incline. Ce sera fait, sire. Mais dans son fort intérieur, il commence à douter. Fouquet est plus coriace que prévu. Et certains juges semblent hésiter. Le verdict n'est peut-être pas aussi certain que Colbert le pensait. Le procès continue. Mois après mois. Année après année. Fouquet vieillit en prison. Mais il ne perd pas espoir. Il se bat. Pour son honneur. Pour sa famille. Pour prouver qu'il n'est pas le monstre que le roi veut faire de lui. Et peut-être, juste peut-être, il réussira à sauver sa vie. Un ami devient ennemi. Un confident devient traître. Gourville, secrétaire personnel de Fouquet pendant 15 ans, va témoigner contre lui. Pour sauver sa peau. Pour éviter la prison. Pour trahir l'homme qu'il a tout donné. C'est le coup de poignard le plus douloureux. Janvier 1662. Le procès dure depuis 2 mois. Fouquet se défend brillamment. Trop brillamment au goût de Colbert. Il faut briser Fouquet. Le détruire moralement. Et Colbert a l'arme parfaite. Un homme qui connaît tous les secrets de Fouquet. Jean Hérault de Gourville. Gourville a 41 ans. Fils de paysan, il a grimpé l'échelle sociale grâce à Fouquet. Fouquet l'a remarqué jeune homme. L'a formé. L'a nommé secrétaire personnel. Pendant 15 ans, Gourville a été l'ombre de Fouquet. Il connaît chaque transaction, chaque détournement, chaque secret. Il sait tout. Quand Fouquet a été arrêté, Gourville l'a été aussi. Complice présumé. Il croupit à la Bastille depuis septembre, dans une cellule encore plus petite que celle de Fouquet. Il a peur, terriblement peur. Il sait ce qui l'attend s'il est condamné. La pendaison. Ou pire, la roue. Il ne veut pas mourir. Colbert lui rend visite le 10 janvier. Il entre dans la cellule de Gourville. S'assoit sur l'unique chaise. Gourville est debout, tremblant. « Monsieur Gourville, » dit Colbert doucement, « vous avez une décision à prendre. Une décision qui déterminera si vous vivez ou si vous mourrez. » Gourville déglutit. « Quelle décision ?» Colbert sourit. « C'est simple. Vous témoignez contre Fouquet. Vous dites tout ce que vous savez. Les détournements, les falsifications, les mensonges, tout. Et en échange, je vous garantis la liberté. Vous serez gracié. »
Vous pourrez partir loin. Recommencer votre vie. Gourville secoue la tête. Je ne peux pas trahir Monsieur Fouquet. Il a été bon avec moi. Il m'a tout donné. Colbert se penche en avant. Il vous a tout donné, c'est vrai. Mais maintenant, il ne peut plus rien pour vous. Il est fini. Condamné. Mort politiquement. Bientôt mort physiquement. Vous voulez mourir avec lui? Par loyauté envers un homme qui vous a utilisé? Gourville hésite. Colbert continue. Fouquet vous payait combien? 3000 livres par an? 4000? Pendant qu'il empochait des millions. Vous étiez son esclave bien payé. Rien de plus. Il ne mérite pas votre loyauté. Gourville baisse la tête. Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Colbert se lève. Vous avez 3 jours. Après, l'offre sera retirée. Et vous serez jugé comme complice. Pendaison garantie. À vous de choisir. Votre vie ou votre loyauté envers un homme qui ne pensait qu'à lui. Il sort. Gourville reste seul dans sa cellule. 3 jours pour décider entre la vie et l'honneur. Gourville ne dort pas pendant 3 jours. Il pense à Fouquet, à toutes ces années passées ensemble, aux voyages, aux négociations, aux secrets partagés. Mais il pense aussi à la corde, à son cou qui se brise, à sa vie qui s'arrête à 41 ans. Il a peur. La peur est plus forte que la loyauté. Le 13e janvier, Gourville fait dire à Colbert qu'il accepte. Je témoignerai. Colbert sourit. Il a gagné. Il fait préparer Gourville. Lui explique ce qu'il doit dire. Comment le dire? Quels détails donner? Gourville apprend son texte comme un acteur. Il va jouer le rôle de sa vie. Le rôle de Judas. 23 janvier 1662. Audience extraordinaire de la Chambre de justice. Un témoin capital va témoigner. La salle est bondée. Fouquet est assis au banc des accusés. Il ne sait pas qui va témoigner. Les portes s'ouvrent. Gourville entre. Fouquet le voit. Son visage devient blanc. Non, pas lui. Pas Gourville. Gourville évite le regard de Fouquet. Il s'installe à la barre des témoins. Le président Lamoignon l'interroge. Monsieur Gourville, vous avez été secrétaire personnel de Nicolas Fouquet pendant 15 ans. C'est exact? Oui, monsieur le président. Vous avez donc une connaissance intime de ses affaires? Oui. Le procureur Talon prend le relais. Monsieur Gourville, avez-vous connaissance de détournements commis par Nicolas Fouquet? Gourville hésite une seconde. Regarde furtivement Fouquet. Puis baisse les yeux. Oui. J'ai connaissance de nombreux détournements. Fouquet se lève d'un bond. Gourville, ne fais pas ça. Tu sais la vérité. Le juge ordonne à Fouquet de se taire et de se rasseoir. Gourville continue. Monsieur Fouquet m'a ordonné à plusieurs reprises de falsifier des documents comptables. Il me dictait comment gonfler les dépenses pour détourner la différence. Talon demande des exemples. Gourville en donne. Avec des dates, des montants, des noms de complices. C'est précis, détaillé, accablant. Fouquet écoute, le cœur brisé. Chaque mot est un coup de couteau. Gourville raconte pendant 2 heures. Il décrit le système de corruption, les fausses factures, les commissions illégales, les pots de vin. Il donne des chiffres. 15 millions de livres détournés. Peut-être 20. Il cite des exemples concrets, des transactions que lui-même a organisées sur ordre de Fouquet. À la fin du témoignage, Fouquet demande la parole. Le président la lui accorde à contre-cœur. Fouquet se lève, fixe Gourville dans les yeux. Gourville, pourquoi me trahis-tu? Je t'ai sauvé de la misère. Je t'ai fait confiance comme un frère. Pourquoi? Gourville lève enfin les yeux vers Fouquet. Ils sont remplis de larmes. Mais sa voix est ferme. Parce que je veux vivre, monsieur. Je suis désolé. Mais je ne veux pas mourir pour vos crimes. Fouquet recule comme s'il avait été frappé. Mes crimes? Tu y as participé autant que moi. Tu as profité du système. Et maintenant tu me poignardes dans le dos pour sauver ta peau. Gourville baisse à nouveau la tête.
Je suis désolé. Vraiment désolé. Mais je choisis ma vie. Le président ordonne qu'on fasse sortir Gourville. Le témoignage est terminé. Gourville se lève, marche vers la porte. Il passe devant Fouquet, s'arrête une seconde, murmure. Pardonnez-moi. Fouquet ne répond pas. Il regarde ailleurs. Gourville sort. Il ne reverra jamais Fouquet. Après cette audience, le procès change de nature. D'autres anciens employés de Fouquet suivent l'exemple de Gourville. Ils témoignent contre lui en échange de leur liberté. La trahison devient systématique. Ceux qui hier l'appelaient maître aujourd'hui le traitent de voleur. Ceux qui profitaient de sa générosité aujourd'hui l'accusent de corruption. Fouquet réalise qu'il est seul, complètement seul. Sa femme ne peut le voir. Ses enfants sont interdits de visite. Ses amis l'abandonnent. Ses employés le trahissent. Il n'a plus que ses avocats. Et encore, ils sont surveillés. Chaque mot qu'ils échangent est rapporté à Colbert. Le soir après le témoignage de Gourville, Fouquet pleure dans sa cellule. Pour la première fois depuis son arrestation, il s'effondre. Il comprend qu'il ne s'en sortira pas, que le roi a décidé sa perte, que tous ceux qu'il a aidés le poignardent maintenant. Il est seul contre une machine qui veut sa mort. Et cette machine est implacable. Mais Fouquet a encore une carte. Une dernière carte qu'il refuse de jouer. La lettre de Mazarin. Cette lettre qui prouverait qu'il agissait avec l'autorisation du cardinal, qui impliquerait la reine-mère Anne d'Autriche, qui pourrait renverser le procès. Mais jouer cette carte serait trahir Mazarin mort, humilier la reine-mère, salir la mémoire de ceux qui l'ont protégé. Fouquet refuse. Il préfère mourir que déshonorer les morts. C'est peut-être sa plus grande erreur, ou son plus grand acte d'honneur. Novembre 1662. Après un an de procès interminables, le procureur général Denis Talon prononce son réquisitoire final. 6 heures de discours. 6 heures d'accusation. 6 heures pour demander la tête de Fouquet. C'est le moment de vérité. Le procès a duré 13 mois. Des centaines de témoins ont défilé. Des milliers de documents ont été examinés. La chambre de justice est épuisée. Les juges veulent en finir. Le pays veut en finir. Même Fouquet veut en finir. L'attente est pire que la condamnation. Au moins, une condamnation mettrait fin à cette torture. Le 15 novembre, Talon annonce qu'il fera son réquisitoire final le 20 novembre. Fouquet a 5 jours pour se préparer. Il passe ces 5 jours à relire ses notes, à préparer sa défense finale, à prier aussi. Il sait que sa vie se joue maintenant, que tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. 20 novembre 1662. La salle d'audience est pleine à craquer. 300 personnes entassées. Nobles, bourgeois, journalistes. Tout le monde veut assister au moment historique. On dit que Talon va demander la mort. On dit que Fouquet risque la décapitation. Les paris vont bon train dans les tavernes parisiennes. 10 heures du matin. Talon se lève. Le silence se fait instantanément. Talon est un orateur exceptionnel. Sa voix porte. Ses mots frappent. Il sait comment captiver un auditoire. Il commence doucement. Messieurs les juges, nous voici arrivés au terme d'un procès qui restera dans l'histoire. Un procès qui jugera non seulement un homme, mais un système. Un système de corruption qui a gangréné la France pendant des années. Talon fait une pause. Laisse ses mots résonner. Puis il continue. Nicolas Fouquet n'est pas un criminel ordinaire. Ce n'est pas un voleur de grand chemin. C'est pire. Beaucoup pire. Car Fouquet a volé la confiance du roi. Il a volé l'argent du peuple. Il a volé l'avenir de la France. Il a volé pendant 11 ans. Méthodiquement. Systématiquement. Sans remords. 15 millions de livres. Peut-être 20. Une fortune colossale arrachée aux caisses de l'État. Les juges écoutent. Certains hochent la tête. D'autres restent impassibles. Fouquet garde les yeux fixés sur Talon. Il ne cille pas. Il ne montre aucune émotion. Talon continue son réquisitoire.
Il détaille les détournements, les faux contrats, les commissions illégales, les pots de vin. Il cite des chiffres précis, des dates exactes, des noms de complices. C'est méthodique, implacable. Puis Talon élève la voix. Mais messieurs les juges, les détournements financiers ne sont pas le pire. Le pire, c'est la trahison. Talon brandit le plan de Saint-Mandé. Ce document, écrit de la main de Fouquet, prouve son intention de trahir le roi. Il y détaille comment fortifier Belle-Île, comment recruter une armée privée, comment résister à un siège royal, comment, si nécessaire, négocier avec les ennemis de la France. Talon tourne les pages du plan, lit des passages à voix haute. Écoutez, messieurs. Fouquet écrit « En cas d'arrestation, me retrancher à Belle-Île avec 1000 hommes armés. Résister jusqu'à ce que le roi négocie. Si le roi refuse de négocier, contactez l'ambassadeur d'Espagne ou d'Angleterre pour demander une intervention. Messieurs, c'est de la haute trahison, pure et simple. » Le public murmure. Certains sont choqués. D'autres pensent que Talon exagère. Fouquet veut intervenir, mais son avocat lui fait signe de se taire. Pas encore. Attends ta défense. Talon poursuit. Fouquet dira que ce plan date de 1657, qu'il l'a rédigé pendant la Fronde, qu'il craignait une nouvelle guerre civile. Mais messieurs, cela ne change rien. Prévoir de résister au roi, quelle qu'en soit la raison, c'est un crime. Un crime capital. Talon parle maintenant depuis 3 heures. Il ne faiblit pas. Sa voix reste forte, ses arguments implacables. Il passe en revue chaque chef d'accusation. 87 au total. Pour chacun, il apporte des preuves, des témoignages, des documents. C'est accablant. Fouquet sent le poids de l'accusation l'écraser. Puis Talon aborde la question morale. Fouquet a trahi la confiance du roi Mazarin qui l'avait nommé. Il a trahi Louis XIV qui lui faisait confiance. Il a trahi le peuple français qui comptait sur lui pour gérer honnêtement les finances. Il a trahi tout le monde. Pour son profit personnel, pour construire son château de veau, pour donner des fêtes somptueuses, pour briller en société. Talon s'arrête devant Fouquet, le fixe dans les yeux. « Monsieur Fouquet, vous avez vécu dans le luxe pendant que le peuple mourait de faim. Vous avez jeté l'argent par les fenêtres pendant que les soldats n'étaient pas payés. Vous avez construit un palais pendant que les routes tombaient en ruine. Vous avez trahi votre serment. Vous avez trahi votre roi. Vous avez trahi la France. » Puis Talon se tourne vers les juges. Élève la voix au maximum. « Messieurs les juges, un tel homme mérite-t-il la clémence? Non. Un tel homme mérite-t-il le pardon? Non. Un tel homme mérite-t-il de vivre? Non. » Hurle Talon. 3 fois non. Fouquet doit mourir. Pour ses crimes. Pour ses trahisons. Pour servir d'exemple. Le public retient son souffle. Talon continue. Je demande donc à cette chambre de justice de condamner Nicolas Fouquet à la peine de mort. Décapitation en place de grève. Confiscation de tous ses biens. Interdiction à sa famille de porter le nom Fouquet. Et que son corps soit jeté à la voirie comme celui d'un criminel de droit commun. C'est ma demande. C'est la justice qui l'exige. Talon se rassoit. Un silence de mort règne dans la salle. Personne ne bouge. Personne ne respire. Fouquet est livide. Il vient d'entendre sa condamnation à mort, prononcée avec une telle force, une telle conviction. Comment peut-il se défendre contre ça? Le président Lamoignon annonce. L'audience est suspendue. Nous reprendrons demain pour entendre la défense de Monsieur Fouquet. Tout le monde sort lentement. Les discussions vont bon train. Fouquet va-t-il mourir? Les juges oseront-ils le condamner à mort? Le roi acceptera-t-il une peine moins sévère? Fouquet est ramené dans sa cellule. Il s'assoit sur son lit de pierre, met sa tête entre ses mains. Il sait qu'il doit préparer sa défense pour demain, mais il est épuisé, moralement, physiquement, spirituellement. Il a entendu Talon demander sa tête. Il a vu la conviction dans ses yeux. Il sait que le procureur parle au nom du roi. Louis XIV veut sa mort.
et un roi obtient généralement ce qu'il veut. Mais Fouquet refuse de baisser les bras. Il a encore sa défense finale. Une dernière chance de plaider sa cause, de dire sa vérité, de se battre pour sa vie. Demain, il parlera. Pendant 4 heures, il dira tout, sauf le secret de la lettre de Mazarin. Ce secret, il l'emportera dans la tombe s'il le faut. Par honneur, par loyauté envers les morts, par refus de salir la mémoire de ceux qui l'ont protégé. Cette nuit-là, Fouquet ne dort pas. Il prie, il écrit, il prépare ses arguments. Demain, il jouera sa vie. Et il compte bien se battre jusqu'au bout. Décembre 1664. Après 3 ans de procès, les juges délibèrent. Le roi attend la condamnation à mort. Mais les juges vont le surprendre. Leur verdict sera un camouflet pour Louis XIV, qui répondra par un acte de pouvoir absolu sans précédent. 3 ans, 36 mois, 1095 jours de procès, des centaines d'audiences, des milliers de pages de témoignages, des millions de mots échangés. Le procès de Nicolas Fouquet est le plus long de l'histoire de France. Il a épuisé tout le monde, les juges, les avocats, Fouquet lui-même. Même le roi est fatigué d'attendre. Fouquet a remarquablement résisté. Malgré la prison, malgré l'isolement, malgré les trahisons, il s'est défendu avec intelligence et dignité. Il a contesté les accusations, produit des contre-preuves, démontré que certains témoignages étaient mensongers. Il a semé le doute dans l'esprit de plusieurs juges. Le 15 novembre 1664, Lamoignon annonce la fin des débats. La Chambre de justice va délibérer. Les 22 juges s'enferment dans une salle spéciale. Ils ont 5 jours pour rendre leur verdict. 5 jours pour décider si Fouquet vit ou meurt. Le roi fait savoir discrètement qu'il attend une condamnation à mort. Il n'ordonne rien officiellement. Mais le message est clair. Colbert le répète à plusieurs juges proches du pouvoir. Sa Majesté serait satisfaite d'un verdict sévère. Très sévère. Les juges comprennent. Le roi veut la tête de Fouquet. Mais dans la salle de délibération, les discussions sont tendues. Les juges sont divisés. 13 pensent que Fouquet mérite la mort. C'est un voleur. Un traître. Il doit payer. 9 pensent qu'une peine moins sévère suffit. Bannissement. Prison. Mais pas la mort. Les preuves de trahison sont faibles. Le plan de Saint-Mandé est ancien. Les détournements, bien que graves, étaient pratiques courantes à l'époque. Les débats deviennent houleux. Des juges s'insultent, se menacent. Certains défendent le Fouquet par conviction, d'autres par peur de déplaire au roi, d'autres encore par calcul politique. L'atmosphère est électrique. Le président Lamoignon tente de calmer les esprits. Messieurs, nous devons délibérer calmement, rationnellement. La vie d'un homme est en jeu. Un juge, Olivier Lefebvre d'Ormesson, prend la parole. Il a 34 ans. C'est le plus jeune de la Chambre. Mais c'est aussi l'un des plus brillants. Messieurs, dit-il, je pense que Fouquet est coupable de détournement. Cela ne fait aucun doute. Mais mérite-t-il la mort pour autant? Je ne le crois pas. Le plan de Saint-Mandé est un document de précaution rédigé en temps de crise. Pas un plan d'attaque contre le roi. La différence est importante. Un autre juge, partisan de la mort, réplique. Précaution ou non, c'est de la trahison. On ne prévoit pas de résister au roi, même en temps de crise. C'est un crime capital. D'Ormesson répond. Si nous condamnons Fouquet à mort pour des précautions prises il y a 7 ans, alors nous devons condamner la moitié de la noblesse française. Beaucoup ont pris des précautions similaires pendant la Fronde. Fouquet n'est pas unique. Le débat continue pendant des heures, puis des jours. Les positions se durcissent. 13 juges pour la mort. 9 contre. Aucun ne cède. Lamoignon propose un vote. Selon la loi, il faut l'unanimité pour la peine de mort. Si un seul juge vote contre, la peine capitale ne peut être prononcée. Le vote a lieu. 13 pour la mort. 9 pour le bannissement. Pas d'unanimité. Le verdict tombe donc. Bannissement à perpétuité.
Fouquet est condamné à quitter le royaume de France pour toujours. Il ne pourra jamais revenir. Ses biens sont confisqués. Mais sa vie est épargnée. C'est une défaite pour le roi. Mais une victoire pour Fouquet. Il ne mourra pas. Le 20 décembre 1664, le verdict est annoncé publiquement. Fouquet est amené devant la Chambre. Lamoignon lit le jugement. Nicolas Fouquet, vous êtes reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance. Vous êtes condamné au bannissement à perpétuité hors du royaume de France. Vos biens sont confisqués au profit de la couronne. Vous partirez dans les 3 mois. Fouquet s'effondre. Pas de tristesse, de soulagement. Il pleure. Il ne mourra pas. Il est condamné, mais vivant. Sa femme et ses enfants, présents dans la salle, pleurent aussi. De joie. Leur père, leur mari, vivra. C'est tout ce qui compte. Certains spectateurs applaudissent. D'autres restent silencieux. Le verdict divise l'opinion. Mais au Louvre, Louis XIV entre dans une colère noire. Il convoque Lamoignon immédiatement. Le président de la Chambre arrive tremblant. Le roi le reçoit debout, furieux. « Comment osez-vous défier ma volonté? J'ai fait comprendre que je voulais la mort de Fouquet. Vous me donnez un bannissement ?» Lamoignon bégaye. « Sire, nous avons suivi la loi. 9 juges ont voté contre la mort. Sans unanimité, nous ne pouvions prononcer la peine capitale. » Le roi frappe du poing sur la table. « La loi? Je suis la loi. Je suis le roi. Ma volonté est la seule loi qui compte. » Lamoignon baisse la tête. « Je suis désolé, sire. Mais nous avons fait notre devoir de juge. » Le roi le congédie. « Sortez. Et dites aux 9 juges qui ont voté contre la mort qu'ils ne seront plus jamais juges. Ils ont trahi leur roi. » Lamoignon sort rapidement. Le roi reste seul avec Colbert. « Que faisons-nous, sire ?» demande Colbert. Le roi réfléchit. Puis un sourire mauvais apparaît sur son visage. « J'ai un pouvoir que les juges ont oublié. Le droit de grâce et le droit de commutation de peine. » Colbert comprend immédiatement. « Vous allez transformer le bannissement en une peine plus sévère ?» « Exactement, » répond le roi. « Je vais user de mon pouvoir royal. Non pas pour gracier Fouquet, mais pour aggraver sa peine. Il ne quittera pas la France. Il pourrira en prison jusqu'à sa mort. » Colbert hésite. « Sire, c'est sans précédent. Un roi qui aggrave une peine au lieu de la gracier? Cela va choquer. » Le roi le fixe. « Je me moque de choquer. Je veux montrer que ma volonté est absolue. Que personne, pas même les juges, ne peut me défier. Fouquet paiera. Pas par la mort. Par pire que la mort. L'emprisonnement à perpétuité. Dans la pire prison de France. Isolé. Oublié. Vivant mais mort au monde. » Le 22 décembre, le roi signe l'ordonnance. Le bannissement de Nicolas Fouquet est commuté en emprisonnement à perpétuité dans la forteresse de Pignerol. Sans possibilité de visite. Sans possibilité de correspondance. Sans espoir de libération. C'est une condamnation pire que la mort. Car la mort au moins met fin aux souffrances. La prison les prolonge indéfiniment. Quand Fouquet apprend la décision royale, il s'effondre à nouveau. Mais cette fois, de désespoir. Il avait espéré. Pendant 2 jours. Il avait cru qu'il pourrait partir en exil. Vivre libre ailleurs. Revoir sa famille de temps en temps. Mais le roi lui arrache cet espoir. Le condamne à une mort lente. Dans une cellule. Seul. Pour toujours. Fouquet comprend alors que le roi le hait plus qu'il ne l'imaginait. Que Louis XIV ne lui pardonnera jamais l'humiliation de Vaux. Qu'il préfère le voir souffrir vivant que mourir rapidement. C'est une cruauté raffinée. Une vengeance calculée. Fouquet paiera chaque jour de sa vie pour avoir osé briller plus fort que le soleil. Janvier 1665. Fouquet est transféré à la forteresse de Pignerol, dans les Alpes, la prison la plus isolée de France, réservée aux prisonniers d'État les plus dangereux. Fouquet y restera 15 ans. 15 ans d'enfer. 15 ans d'oubli. Jusqu'à sa mort. Le transfert commence le 15 janvier. Fouquet est enchaîné. Poignets et chevilles. Comme un criminel de droit commun.
Il est jeté dans une voiture fermée. Pas de fenêtre. Juste une petite ouverture grillagée. L'escorte est massive. 50 mousquetaires. 20 archers. Le roi ne veut prendre aucun risque. Fouquet ne doit pas s'échapper. Ne doit pas être libéré par des partisans. Le voyage dure 3 semaines. En plein hiver. Le froid est terrible. La neige bloque parfois les routes. Fouquet grelotte dans sa voiture. On lui donne à manger 1 fois par jour. Du pain dur. De l'eau. Rien de plus. Il perd du poids. Vieillit à vue d'œil. À 50 ans, il en paraît 70. Le 8 février, la voiture arrive à Pignerol. Forteresse perchée à 1000 mètres d'altitude. Entourée de montagnes. Inaccessible en hiver. Difficile d'accès même en été. C'est le bout du monde. L'oubli fait pierre. Fouquet descend de la voiture. Ses jambes ne le portent plus. Il tombe. Les gardes le relèvent brutalement. Le traînent vers l'entrée. Le gouverneur de la prison, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, l'attend. Saint-Mars a 40 ans. Officier dur. Loyal au roi. Il a reçu des instructions précises. Fouquet doit être isolé totalement. Aucune visite. Aucune lettre. Aucun contact avec le monde extérieur. Saint-Mars obéira scrupuleusement. Fouquet est emmené dans sa cellule. Tour du donjon. 4e étage. Une pièce de 3 mètres sur 4. Murs épais de 2 mètres. Une meurtrière étroite. Pas de fenêtre. Un lit de pierre. Une table. Une chaise. Un seau pour les besoins. Rien d'autre. C'est là que Fouquet vivra pendant 15 ans. Dans cette boîte de pierre. Seul. Oublié. Les premières semaines sont terribles. Fouquet sombre dans la dépression. Il ne mange presque pas. Ne dort pas. Reste prostré sur son lit. Il pense à sa femme, ses enfants, son château de veau qu'il ne reverra jamais, sa vie détruite, tout perdu. Pour une fête, pour avoir voulu impressionner le roi. Il se demande si ça valait le coup. La réponse est évidente. Non. Sa femme, Marie-Madeleine, demande l'autorisation de le voir. Le roi refuse. Elle insiste. Écrit des lettres suppliantes. Le roi reste inflexible. Non. Fouquet doit être puni. Totalement. L'isoler de sa famille fait partie de la punition. Marie-Madeleine écrit quand même à son mari. Des lettres qu'il ne recevra jamais. Interceptées par Saint-Mars. Détruites sur ordre du roi. Les enfants de Fouquet demandent aussi à voir leur père. Refusé. Même son confesseur a du mal à obtenir l'autorisation. Finalement, après 6 mois d'attente, le roi accepte qu'un prêtre visite Fouquet 1 fois par mois. 1 heure maximum. Sous surveillance. Saint-Mars assiste à chaque visite. Prend des notes. Rapporte tout au roi. Les années passent. 1666. 1667. 1668. Fouquet vieillit. Sa santé se détériore. Les conditions de détention sont épouvantables. Froid glacial en hiver. Chaleur étouffante en été. Nourriture infecte. Eau saumâtre. Il tombe malade régulièrement. Fièvre, douleur, dysenterie. En 1670, Fouquet fait une crise cardiaque. Il manque de mourir. Saint-Mars demande l'autorisation de faire venir un médecin. Le roi hésite, puis refuse. S'il doit mourir, qu'il meure. Fouquet survit miraculeusement, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Squelettique, édenté, cheveux et barbe blancs, dos courbé. Pendant ces 15 années, le monde extérieur continue. Louis XIV construit Versailles, avec l'équipe de Fouquet. Le veau, le brun, le nôtre. Il crée pour le roi le château que Fouquet avait rêvé. Mais en plus grand, en plus beau, en plus impressionnant. Versailles écrase Vaux. Le roi a gagné. Il a détruit Fouquet. Et il a pris ses artistes pour créer son propre chef-d'œuvre. Colbert devient le ministre tout-puissant. Il réforme les finances, crée des manufactures royales, enrichit la France, mais toujours sur les ruines de Fouquet.
Chaque succès de Colbert rappelle l'échec de Fouquet. Chaque réforme financière est un reproche implicite à l'ancien surintendant. À Pignerol, Fouquet ne sait rien de tout ça. Il est coupé du monde. Il ne reçoit aucune nouvelle. Ne sait pas que Versailles se construit. Ne sait pas que Colbert triomphe. Il vit dans une bulle temporelle. Figé dans le temps. Prisonnier non seulement de sa cellule, mais du moment de son arrestation. Pour lui, le temps s'est arrêté, le 5 septembre 1661. Fouquet écrit quand même. En cachette. Il a réussi à obtenir du papier et de l'encre en soudoyant un garde. Il écrit des poèmes, des prières, des réflexions. Il cache les papiers dans un trou creusé dans le mur. Saint-Mars ne les découvrira qu'après sa mort. Ses écrits sont poignants. Témoignage d'un homme brisé, mais qui refuse de perdre sa dignité. Dans un poème, Fouquet écrit « J'ai tout perdu sauf l'honneur. Ils m'ont pris ma liberté, ma fortune, ma famille. Mais ils ne prendront pas mon âme. Je mourrai debout, même si je vis à genoux. » Ces mots résument sa vie en prison. Physiquement détruit, moralement intact. Il refuse de se soumettre mentalement. C'est sa dernière victoire. Dérisoire mais importante pour lui. 1675. Fouquet a 60 ans. Il ressemble à un vieillard de 80 ans. Son corps lâche. Mais son esprit reste vif. Il pense toujours. Réfléchit. Prie. Il a fait la paix avec son destin. Il sait qu'il mourra ici, dans cette cellule, sans revoir sa famille. Mais il l'accepte. Il n'a plus le choix. Les 5 dernières années de sa vie sont un long déclin. Sa vue baisse. Ses jambes ne le portent plus. Il reste alité la plupart du temps. Saint-Mars commence à penser que Fouquet va bientôt mourir. Il en informe le roi. Louis XIV ne répond pas. Il s'en fiche. Fouquet est déjà mort pour lui. Depuis 15 ans. Mars 1680. Nicolas Fouquet meurt dans sa cellule à Pignerol. Seul. Oublié. 65 ans. 15 ans de prison ont eu raison de lui. Mais après sa mort, on découvre un secret. Un document qu'il a caché toute sa vie. Un document qui aurait pu le sauver, mais qu'il a refusé de révéler. Par honneur. Par loyauté envers les morts. 23 mars 1680. 5 heures du matin. Le garde qui apporte le petit déjeuner à Fouquet trouve la cellule silencieuse. Trop silencieuse. Il ouvre le judas. Regarde à l'intérieur. Fouquet est allongé sur son lit. Immobile. Le garde entre. S'approche. Touche le corps. Froid. Fouquet est mort pendant la nuit. Probablement vers 3 heures. Crise cardiaque. Son cœur usé a lâché. Saint-Mars est prévenu. Il monte à la cellule. Constate le décès. Il fouille la pièce par routine. Cherche s'il y a des documents cachés. Des lettres. Des écrits compromettants. Il découvre le trou dans le mur. Il trouve les poèmes que Fouquet a écrits en secret. Mais il trouve aussi autre chose. Une enveloppe scellée. Avec une inscription. À ouvrir après ma mort. À remettre à ma femme. Saint-Mars hésite. Ses ordres sont clairs. Tout ce qui concerne Fouquet doit être rapporté au roi. Il ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre. Datée du 28 avril 1653. Signée du cardinal Mazarin. Saint-Mars lit. Et blêmit. Cette lettre change tout. Elle prouve que Fouquet agissait avec l'autorisation de Mazarin. Qu'il n'était pas un voleur isolé, mais un rouage d'un système approuvé par le cardinal. La lettre est explicite. Mazarin écrit à Fouquet. « Mon cher surintendant, je vous autorise par la présente à prélever des commissions sur les transactions financières de l'État. Ces commissions ne devront pas excéder 10% des montants engagés. Cette pratique est nécessaire pour vous permettre de remplir vos fonctions efficacement. Elle a mon approbation et celle de la reine-mère Anne d'Autriche qui en a été informée. » Saint-Mars relit 3 fois. Cette lettre est explosive. Elle implique Mazarin. Elle implique la reine-mère. Elle prouve que le système de corruption était organisé au plus haut niveau. Que Fouquet n'était qu'un exécutant, pas l'organisateur.
Pourquoi Fouquet n'a-t-il jamais produit cette lettre lors de son procès? La réponse est évidente. Parce qu'elle aurait humilié publiquement la reine-mère, aurait sali la mémoire de Mazarin. Saint-Mars fait porter immédiatement la lettre à Versailles. Colbert la reçoit, la lit, et comprend. Si cette lettre avait été révélée pendant le procès, tout aurait changé. Les juges auraient compris que Fouquet n'agissait pas seul, que le système était approuvé en haut lieu. Peut-être que le verdict aurait été différent. Peut-être que Fouquet aurait été acquitté, ou condamné à une peine légère. Colbert apporte la lettre au roi. Louis XIV, maintenant âgé de 42 ans, la lit en silence. Son visage reste impassible. Mais intérieurement, il est troublé. Fouquet avait donc une carte gagnante. Et il ne l'a jamais jouée. Par loyauté envers Mazarin, par respect pour ma mère, il aurait pu se sauver. Mais il a préféré se sacrifier. Le roi reste silencieux longtemps. Colbert attend. Finalement, le roi parle. Cette lettre ne doit jamais être rendue publique. Elle implique trop de gens importants. Elle montrerait que j'ai condamné Fouquet pour des pratiques autorisées par mon parrain. Ce serait embarrassant. Colbert hoche la tête. Que faisons-nous, sire? Le roi tend la lettre vers la cheminée où brûle un feu. Brûlez-la. Maintenant. Colbert prend la lettre. Hésite une seconde. C'est un document historique important. La preuve que Fouquet aurait pu être innocent. Ou du moins, pas plus coupable que d'autres. Le roi le fixe. J'ai dit, brûlez-la. Colbert obéit. Il jette la lettre dans les flammes. Le papier s'enflamme, noircit, se consume. En quelques secondes, il ne reste que des cendres. La preuve a disparu. Le secret de Fouquet meurt avec lui. Mais ce que le roi et Colbert ne savent pas, c'est qu'une copie existe. Fouquet avait prévu. Il avait fait faire une copie de la lettre de Mazarin et l'avait confiée à sa femme avant son arrestation. Marie-Madeleine a caché cette copie pendant 20 ans, sans la révéler, par respect pour la volonté de son mari. Elle mourra en 1696. Dans son testament, elle lègue tous les papiers de Fouquet à son fils aîné, avec une instruction. Ne révéler la lettre de Mazarin qu'après la mort du roi Louis XIV. Le fils obéit. Il garde la copie secrète pendant 19 ans. Louis XIV meurt en 1715. Un an plus tard, en 1716, le fils de Fouquet publie la lettre. Mais c'est trop tard. Fouquet est mort depuis 36 ans. Tous les acteurs du procès sont morts. Mazarin, Anne d'Autriche, Colbert, la plupart des juges. La révélation fait sensation dans les milieux savants. Mais le grand public s'en fiche. C'est de l'histoire ancienne. Une affaire oubliée d'un autre règne. Des historiens étudient la lettre. Concluent que Fouquet aurait probablement été acquitté s'il l'avait produite au procès. Ou condamné à une peine légère. Pas à la prison à perpétuité. Pas à 15 ans de torture morale et physique. Fouquet s'est sacrifié inutilement. Il aurait pu se sauver. Mais il a choisi l'honneur plutôt que la vie. Est-ce de la noblesse ou de la stupidité? Les historiens débattent encore. Certains admirent le sacrifice de Fouquet. Un homme qui préfère mourir que trahir ses protecteurs. D'autres le jugent stupide. Pourquoi se sacrifier pour des gens qui ne pouvaient plus rien pour lui? Mazarin était mort. Anne d'Autriche était vieille et sans pouvoir. Pourquoi protéger leur réputation au prix de sa vie? Fouquet lui-même a répondu dans un de ses poèmes écrits en prison. L'honneur n'a pas de prix. On peut me prendre ma liberté, ma fortune, ma vie. Mais on ne peut pas me forcer à trahir ceux qui m'ont fait confiance. Je mourrai fidèle. C'est tout ce qui me reste. C'est ma dernière victoire sur ceux qui m'ont détruit. Aujourd'hui, 4 siècles plus tard, le château de Vaux-le-Vicomte existe toujours. On peut le visiter. Admirez ces jardins magnifiques. Imaginez la fête du 17 août 1661. La fête qui a tout déclenché. La fête qui a scellé le destin de Nicolas Fouquet. Un homme qui a osé briller plus fort que le soleil. Et qui en est mort. Mais Fouquet a gagné quelque chose. L'immortalité. Son nom est entré dans l'histoire. Pas comme un voleur. Pas comme un traître.
mais comme un homme qui a défié un roi, qui a refusé de se soumettre même dans la défaite, qui a gardé sa dignité jusqu'au bout. Versailles est plus grand que Vaux, mais Vaux reste dans les mémoires, parce que c'est là que tout a commencé, là qu'un surintendant a osé défier son roi, et là qu'un roi a montré qu'il ne pardonnait jamais. L'histoire de Fouquet est une leçon sur l'orgueil, sur la vengeance, sur le pouvoir absolu. Mais c'est aussi une leçon sur l'honneur, sur la loyauté, sur le refus de trahir même quand la trahison pourrait vous sauver. Fouquet est mort, mais son histoire vit encore, et elle continuera de vivre, tant qu'on racontera l'histoire de France, tant qu'on se souviendra du roi Soleil, tant qu'on visitera Vaux-le-Vicomte. Le document qui aurait pu sauver Fouquet existe quelque part dans des archives. Copie de copie. Témoignage d'un sacrifice. D'un choix impossible. Entre la vie et l'honneur. Fouquet a choisi l'honneur. Il en est mort. Mais il est mort debout. Et c'est peut-être la seule chose qui compte vraiment.